Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, chers camarades, c'est un honneur pour moi et un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour ouvrir ces troisièmes assises que porte notre association des auditeurs IHEDN Paris-Île-de-France. Troisièmes assises consacrées à énergie et défense, réalité, souveraineté, perspective. Je tiens à remercier l'Institut, le général Durieux, pour nous avoir facilité la tenue de ce colloque, nos partenaires, nos intervenants, nos modérateurs, dont on connaît les qualités et qui, n'en doutons pas, contribueront à porter à l'excellence les échanges d'aujourd'hui. Et bien évidemment, toutes les personnes qui se sont cristallisées pour que cette journée soit une réussite. Soyez donc les bienvenus dans ce bâtiment qu'est l'amphithéâtre Foch de l'école militaire, à l'architecture extérieure d'une grande sobriété, mais dont l'intérieur vibre encore des échanges et rencontres mémorables et durables. Aussi puissent à leur tour les débats d'aujourd'hui nous éclairer et faire résonner les défis importants pour notre avenir. Avant de laisser la place à notre camarade François Martin, co-organisateur de cet événement, permettez-moi de conclure en rappelant que ces troisièmes assises s'inscrivent à leur tour dans la continuité de nos réflexions au sein de notre association et communauté des auditeurs IHEDN, dans la culture du débat que nous souhaitons, toutes et tous conscients de notre responsabilité, de notre engagement au service de la diffusion de l'esprit de défense. Bon colloque à toutes et à tous. Merci. Merci Maryse. Bonjour à tous. Merci d'être là. Trois petits mots très rapides. Le premier pour rappeler l'objet de ce colloque. Lorsque nous avions créé ce colloque au départ il y a 4 ans, qui était un partenariat entre le club HEC Géostratégie et l'association IHEDN Paris-Île-de-France, nous avions un but très précis, c'est que moi je préside ce club HEC depuis une quinzaine d'années, et puis nous nous étions aperçus au fil des intervenants que nous recevions, que quand nous recevions des civils pour parler de géopolitique, ils ne voyaient que des opportunités, et quand on invitait des militaires ou des géopoliticiens, ils ne voyaient que les risques. Donc on s'est dit, on va mélanger les deux, comme ça on aura quelque chose d'intéressant, on aura une vue à peu près globale des questions. Donc c'est ça qui nous a au départ motivés, avec l'aide de Hervé Hamelin, que je ne vois pas, qui est donc qui est attaché de défense à Londres et qui a été extrêmement utile pour nous aider à apporter le point de vue militaire de ce colloque avec les différents intervenants qui seront présents à chacune des tables rondes. C'est la parole à Loïc Le Floch-Prigent, qui est à la fois un grand monsieur et un grand ami, qui nous a aussi beaucoup aidé à la préparation de ce colloque. Je lui cède la parole jusqu'à 10 heures. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs, dames. On m'avait dit que je venais avec un amiral qui allait commencer ce colloque et puis que, d'une certaine façon, je lui répondrais. Alors, là, maintenant, il n'y a plus d'amiral, donc je vais jouer à l'amiral. J'avais mon oncle qui était chef d'état-major de la marine, par conséquent, ça ne doit pas être complètement impossible. Alors, on est là aujourd'hui sur un sujet fondamental d'aujourd'hui et vraisemblablement de demain, qui est l'énergie et la politique, c'est-à-dire la politique de l'énergie, mais la géopolitique de l'énergie. C'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? C'est parce que finalement,
les derniers conflits depuis 150 à 200 ans ont été des conflits où l'énergie a été un des moteurs. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de faire la guerre sans énergie et sans logistique. Je me souviens que lorsqu'on avait considéré à un moment que nous allions passer en France par-dessus les combustibles fossiles nouveaux, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, et qu'on allait rester au charbon, ce qui avait conduit à tous les accords sur le charbon. On a eu, au moment de la guerre 14-18, l'épopée des taxis de la Marne. À l'épopée des taxis de la Marne, c'était intéressant, parce que on avait le chemin de fer qui, en principe, était l'élément clé de logistique permettant de faire la guerre. Et puis, la taxe s'est déroulée ailleurs et il a fallu aller chercher des moyens de transport qui n'étaient pas le train, qui n'étaient pas en site propre. Et cela a conduit l'ensemble des taxis à venir porter main forte à un autre secteur du front qui n'était pas joignable par les trains. Donc c'est à ce moment-là, au moment de la guerre 14-18, que on a compris que la logistique était importante pour la guerre, et de l'autre côté, que cette logistique ne s'acclimatait pas forcément avec le site propre. On l'a un peu oublié par la suite, mais le carburant, puisqu'on était en situation thermique, le carburant a été l'élément central du conflit suivant. Et donc on peut décrire le conflit 39-45 en disant, bien finalement, lorsque, après l'accord germano-russe ou germano-soviétique, Hitler décide d'aller attaquer la Russie, il le fait essentiellement parce que les gisements pétroliers sont a priori disponibles, vont pouvoir lui résoudre ses problèmes de logistique et par conséquent guerriers. Et donc l'opération Barberousse est liée au gisement de Bakou, à l'idée qu'il va diminuer un peu la production de carburant pour ses chars et sa mobilité grâce à Bakou, puisqu'il fait essentiellement, avec les procédés de gaz tout liquide, il fait essentiellement du combustible avec le charbon. Alors, c'est un bon souvenir pour nous, parce que maintenant que l'Allemagne fait de l'éolien grâce au charbon, c'est intéressant de rappeler qu'il y a eu un précédent au cours de l'histoire. Tous les conflits ensuite qui se sont déroulés depuis la dernière guerre sont peu ou prou liés à la capacité énergétique, alors que ce soit des conflits ouverts, armés, ou des conflits économiques, ils sont liés à l'énergie. Et donc, l'énergie est centrale. Alors, pourquoi elle est centrale ? Parce que il n'y a pas de civilisation qui ait réussi à se maintenir au cours du temps, et Dieu sait si beaucoup de civilisations ont disparu, si il n'y a pas la recherche et l'acceptation d'une énergie abondante, bon marché et souveraine. Ces trois éléments sont les éléments qui définissent la capacité d'une société à se développer au cours du temps et à avoir une puissance plus ou moins importante. Mais si jamais
l'énergie n'est pas abondante, n'est pas bon marché et n'est pas souveraine, quelque chose ne va pas et à un moment, les difficultés apparaissent. Alors, pas forcément jusqu'à la disparition, mais du moins, ça provoque des troubles importants qui conduisent à des difficultés d'existence. C'est autour de cela que se développent aujourd'hui les conflits actuels. C'est-à-dire que, certes, nous avons des circonstances particulières dans ce qui concerne la Russie, l'Ukraine et la situation européenne aujourd'hui. On peut dire qu'on peut décrire le conflit en imaginant ce que sont les populations, les russophones, les Ukrainiens. Oui, d'accord. Mais si jamais on regarde un peu dans le fond, eh bien, on trouve le fait que les richesses énergétiques sont considérables en Russie, qu'elles étaient importantes aujourd'hui également en Ukraine de l'Est, et que une grande partie des centrales nucléaires avaient été bâties en Ukraine, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'énergie n'est pas absente de ce premier conflit, loin de là, et que si jamais la politique énergétique avait été claire du côté de l'Europe, et de l'Europe continentale, peut-être on aurait pu imaginer un autre déroulement et un autre règlement. De la même façon, certes, le problème du Moyen-Orient est un problème aujourd'hui qui a l'air centré sur un petit espace, mais ce petit espace, c'est sur un mini-continent, le continent du Moyen-Orient, dont les richesses pétrolières et gazières sont importantes et dont, sur certains États, la richesse est importante compte tenu de ce contexte gazier et pétrolier. Et si jamais on retrouve un petit État, finalement, non pas à la commande, mais sur qui tous les yeux se portent, qui est le Qatar, on ne peut pas ignorer que les richesses du Qatar sont issues d'un gisement gazier, un des plus importants du monde, dont le correspondant est il s'appelle North Dome, dont le correspondant est un gisement iranien qui s'appelle Souspas et qui est le même. Et par conséquent, il y a dans cette région du monde quelque chose qui est important au sujet de l'énergie, et on se retrouve aujourd'hui à imaginer la façon dont le Qatar se débrouille pour régler le conflit et en particulier la question des otages étant centrale. Et si on prend un peu de recul, ce que la presse et les gouvernements visiblement ont du mal à faire, cet État du Qatar a été à la fois celui qui a nourri une partie de l'islamisme, qui a nourri une partie du Hamas, qui accepte la première installation militaire américaine dans le Moyen-Orient, et ainsi de suite. Donc on voit bien que tout ça mériterait examen, recul et réflexion. Alors, reste pour nous, du point de vue géopolitique, ce qui arrive à notre Europe, et notre Europe est disloquée sur ce problème énergétique. Disloquée depuis très longtemps, puisque je vous rappelle que le seul traité qui a été signé par les pays européens est le traité Euratom, qui est toujours en vigueur. Donc chacun a signé, personne n'a dit je me retourne
je quitte l'Euratom. Simplement, l'Euratom suppose que tous les pays considèrent que l'énergie atomique est absolument fondamentale pour l'avenir et que chaque pays se plaît à développer les possibilités de l'énergie atomique en Europe. C'est ça le traité sur lequel est basée l'Europe. Traité qui visiblement a été oublié par tout le monde, y compris par les journalistes, par les États, par les hommes politiques, et en particulier par l'Allemagne, alors que pendant le même temps, en dehors de ce traité, il n'y a absolument rien d'autre. C'est-à-dire que chaque pays est susceptible de prendre la politique qu'il souhaite, qu'il veut, et peut, si jamais il signe des accords, se retirer des accords à volonté. Il n'y a pas d'obligation de traiter actuellement en Europe entre les différents pays. Alors, lorsqu'on lit la presse et qu'on écoute les hommes politiques de tous côtés, on se pince un peu. C'est-à-dire qu'il semble qu'en particulier sur ce qu'on appelle le marché de l'électricité, les accords sont tellement importants que réfléchir à ce que serait la sortie d'un accord a l'air d'être en dehors de toute possibilité structurelle. Cependant, nous avons la possibilité à tout moment, chaque pays, à se retirer des accords, comme on dit, comme des autres. Tout ce qui n'est pas dans le traité peut être enlevé du jour au lendemain, si jamais chaque pays ou chacun des pays en avait la volonté. Donc, nous n'avons pas de politique européenne de l'énergie, et c'est volontairement que nous n'avons pas cette politique européenne, puisque nous avons défini au départ que nous allions chacun de notre côté faire notre politique parce que nous étions divergents. Et nous sommes effectivement divergents. Et est-ce que cette divergence est préjudiciable à notre développement ou pas? Et est-il absolument indispensable que nous ayons une politique commune basée sur l'existence d'accords et pas sur des traités? C'est un vrai sujet géopolitique qui n'est pas en voie de règlement aujourd'hui, puisque on est dans le déni de réalité globale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qu'ont été les traités, ce qu'a été la politique de l'énergie. Donc on comprend bien que les pays qui veulent s'unir devraient avoir une certaine convergence. Mais il est clair que cette convergence a existé sur certains pays pendant quelques années, mais que globalement, il y a toujours eu divergence. Et cette divergence, soit elle est assumée à un moment, et c'est ce que je propose depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis 2 ans, soit cette position n'est pas assumée, et par conséquent, on est dans une espèce de chaos dont on ne sortira jamais, puisque on est obligé de faire une succession de mensonges pour arriver à une sorte de statu quo ou à une sorte de dérèglement global. Alors, la première chose, c'est peut-il y avoir un marché de l'électricité et un marché de l'énergie? Bon. Alors, oui, il peut peut-être y en avoir sur l'énergie, comme il y a un marché global sur l'énergie fossile. Pourquoi? Parce que il y a un prix qui se forme, il y a la compétition et il y a la capacité de stockage. C'est-à-dire que si jamais j'achète une cargaison de pétrole, ou si j'achète une cargaison sortie de raffinerie de diesel ou d'essence, je peux la laisser sur
le pétrolier, je peux la stocker dans un stockage à terre, je peux la mettre dans un stockage souterrain, ce qui est vrai aussi bien du gaz naturel que du gaz tout court. Donc, je peux faire ça. Et donc, aujourd'hui, il existe effectivement un marché de ces produits qui sont stockables. Ça ne conduit pas forcément les gouvernements à comprendre que ce marché existe dans ces conditions. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des gens qui disent il faut les distributeurs, c'est-à-dire les stockeurs de diesel ou les stockeurs d'essence, font des marges de raffinage absolument abominables, et chaque pays dit il faudrait que je fasse en sorte que ces marges de raffinage soient régulées et qu'on en tire le meilleur profit. Ce qui est stupide, puisque effectivement, les marges de raffinage sont globales et sont, alors pour le coup, européennes, d'autant que, comme on considérait dans certains pays, dont la France, que les raffineries étaient sales et qu'il fallait les réduire, au cours du temps, nous avons réduit par moitié toutes nos raffineries en France, de façon à ce que nous ayons le minimum de saleté. Alors, il reste quelques raffineries, et donc nous sommes mis, alors pour le coup, volontairement sur un marché européen et global, puisque nous n'avons pas les conditions de raffiner le brut pour nos besoins. Bon. Donc là-dessus, on pourra avoir la lucidité de considérer que nous n'avons pas le pied ni sur le frein ni sur l'accélérateur, c'est plus de notre sort. Alors, il y avait, à l'époque où les raffineries ont été attaquées par les gouvernants, il y avait des drôleries. C'est-à-dire que vous avez eu les gens qui disaient le danger absolu, c'est l'essence avec plomb. Par conséquent, il faut faire de l'essence sans plomb. Donc, on s'est mis à avoir des subventions nombreuses dans nos pays, en particulier en France, pour faire de l'essence sans plomb, au détriment du diesel. Et par ailleurs, les gouvernants, les mêmes, disaient aux constructeurs automobiles, surtout dans la mesure où on est en compétition avec des gens qui sont sur l'essence, il faut que vous fassiez des véhicules diesel pour arriver à des véhicules diesel en véhicules particuliers à 75% du total. C'était assez marrant. Enfin, c'était les mêmes qui avaient ça. Donc moi j'étais du côté raffineur et donc je me suis retrouvé bien sûr avec des marges raffinage qui n'étaient pas extraordinaires, elles n'ont jamais été extraordinaires, et avec trop d'essence sans plomb par rapport aux véhicules qui avaient été vendus et pas assez de diesel. Donc je me retrouvais en situation de devoir aller sur le marché, prendre le diesel à prix fort et vendre ma camelote sans plomb à prix cassé, y compris en traversant l'Atlantique dans les deux cas. Donc l'incohérence politique n'est pas arrivée aujourd'hui, elle est depuis très longtemps par là. Donc ça, c'est pour l'ensemble des fossiles. Et je mettrai le gaz, on pourrait prendre des anecdotes, mais ce n'est pas utile. Par contre, pour l'électricité, on est sur un autre registre. On est sur un autre registre parce que lorsque, en 1973, nous avons opté, nous en France, pour une électricité nucléaire et hydraulique importante, jusqu'à 85% pour les deux, nous nous sommes mis dans une seringue que nous étions les seuls à assumer à l'époque. On a dit oui, c'est ça qu'on va faire. Et ça qu'on va faire à l'exclusion d'un certain nombre de choses que nous n'avions pas forcément intérêt à faire à côté. Et si le choix des gouvernants de l'époque a été d'appuyer sur le charbon, c'est qu'il y avait encore un marché du charbon qui faisait le charbon pas trop cher, et sur le fioul, c'était que, sorti de nos raffineries, nous avions du fioul. Et nous n'avons pas, c'est moins qu'on puisse dire, été enclins à appuyer sur le gaz.
C'est ça que nous avons réalisé, et nous avons fait donc un grand nombre de réacteurs nucléaires qui ont permis, d'une part à nous, mais d'autre part à nos voisins aussi, de bénéficier d'une électricité qui n'était pas trop chère et qui a bénéficié à nous, Français, et à tout le monde. Je vous rappelle qu'en 1980, les Italiens ont arrêté la construction de leurs centrales nucléaires. Ils avaient 4 centrales nucléaires en préparation. Les Autrichiens étaient presque au bout de leurs centrales nucléaires près des pays de l'Est également. Et ils ont arrêté, considérant que la surabondance des centrales nucléaires françaises leur permettait d'avoir de l'électricité à un prix correct et que ce n'était pas la peine qu'ils aillent au bout de leurs travaux. Donc, dans l'arrêt des centrales nucléaires en Italie en 1980, il est stipulé que les Italiens prendront 20% de leur électricité en France, et ce qui a été fait. Donc, on n'est plus là au niveau européen, que j'ai commencé par la guerre, conflit armé, en guerre de conflit armé, mais on est en guerre économique et on essaie chacun de voir comment on peut se débrouiller le mieux. Et il est clair que les Italiens ont considéré que les dépenses étaient trop importantes par rapport aux gains, puisqu'ils pouvaient bénéficier d'une électricité surabondante en France, et ce qui a été réalisé. Alors, pourquoi l'électricité n'est pas dans une situation de marché, comme l'est le gaz et le pétrole? C'est qu'effectivement, l'électricité doit être produite et consommée au même moment. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'appel du consommateur et on doit produire conformément, et on doit avoir un régulateur qui produit pour consommer. Et donc il y a un appel à consommation, il faut qu'il y ait immédiatement la production correspondante. Et donc l'essentiel du propos de l'électricité, c'est d'être pilotable. Et c'est sur ce concept de l'électricité mal compris par une partie de la population et mal compris par une partie des politiques que les dissensions vont exploser, et que ceux qui avaient une chance de convergence de politique a été une divergence de plus en plus importante, je ne dirais pas de plus en plus explosive, mais pas loin. C'est-à-dire que nous avons effectivement eu plusieurs politiques, et en particulier 2 politiques complètement divergentes, la politique de la France et la politique de l'Allemagne. Nous n'en sommes pas sortis et nous sommes dans le chaos parce que ce conflit n'a pas été réglé, et n'a pas été réglé parce que les Allemands, ou du moins certains Allemands, ont considéré que c'était eux qui avaient raison et qu'ils allaient entretenir cette politique sur le plan européen, et que de l'autre, les Français considéraient qu'a priori ils avaient tort et qu'ils étaient faibles, et par conséquent ils ont laissé les Allemands et la Commission prendre le leadership en la matière. Et ceci a conduit l'ensemble du monde des médias à considérer que nous étions en retard sur les énergies éoliennes et solaires. Donc nous sommes en retard depuis 20 ans au niveau de la presse sur ce fait, et nous bénéficions à la fin, parce que nous avons signé les accords et non pas les traités, de sanctions lorsque nous n'allons pas suffisamment vite dans les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Ce qui est complètement absurde, complètement hors de propos, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que la géopolitique de l'énergie n'est pas forcément rationnelle, et il se trouve que là, en l'occurrence, elle ne l'est pas du tout, puisque pendant que la plupart des énergéticiens français sont satisfaits du fait que nous n'avons pas trop
d'énergie éolienne et solaire au niveau des installations des usines. Les politiques sont furieux de voir que cet écart avec des engagements dont on ne sait pas d'où ils viennent conduit à des sanctions parce que nous n'avons pas été suffisamment vite. Nous nous réjouissons de ne pas avoir été vite et eux sont tristes de ne pas avoir été assez vite. Alors pourquoi cet écart technique est important? C'est parce que d'une certaine façon, les médias et les politiques ont fait penser que le pilotable qui est l'hydraulique, le nucléaire et puis les fossiles, que ce pilotable, mais en ce qui nous concerne, c'est l'hydraulique et le nucléaire, ce pilotable était complémentaire de l'énergie intermittente. Et vous avez ce conflit réel, technique, n'apparaît pas dans la littérature, n'apparaît pas dans les paroles des uns et des autres, y compris dans la dernière période du président d'EDF précédent, où il disait, oui, on va être bien parce qu'on va faire du renouvelable, sous-entendu éolien et solaire, je reviendrai là-dessus, et on va faire du nucléaire, et c'est complémentaire. Cette complémentarité technique n'existe pas. Pourquoi? Parce que si jamais, une fois qu'on est sur le nucléaire et sur l'hydraulique, nous avons le sentiment que nous avons la quasi-intégralité de notre consommation possible, nous avons besoin de pics de consommation, et ces pics de consommation ne sont pas forcément les moments où le solaire et l'éolien sont là. Et c'est même complètement l'inverse, c'est-à-dire que pendant les premiers mois d'hiver, quand l'hiver est froid et qu'on a besoin des pics de consommation, on a besoin d'une énergie pilotable et on n'a pas besoin de celle-là. Alors, voilà. Donc, ce n'est pas complémentaire, donc techniquement, mais ce n'est pas en plus complémentaire d'une façon générale, parce que la flexibilité et le pilotage des centrales nucléaires n'est pas du yo-yo permanent avec le combustible qu'on met dans la cuve et qu'on sort. Ce pilotable est moins pilotable que ça, c'est-à-dire qu'il faut un laps de temps entre le moment où on relève le combustible et le moment où il y a un changement électrique. Et donc, si jamais on a envie d'avoir beaucoup d'intermittents sur un réseau majoritairement nucléaire, eh bien, il faut avoir un luxe de transformateurs et d'onduleurs pour garder une puissance et une fréquence satisfaisantes pour l'électricité. Donc, la politique qui a été définie par l'Europe, qui conduit au conflit actuel clair, qu'on ne voulons pas voir, mais qui existe, cette politique n'est pas conforme à la technicité des différents instruments. Et donc, tant qu'on ne reviendra pas à ce qui est la caractéristique du nucléaire, de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, on ne pourra pas s'en sortir. Autrement qu'en dérivant les énergies nouvelles sur d'autres choses que l'éolien et le solaire, en disant on va faire de la méthanisation, on va faire de la géothermie, on va faire tout ce qu'on peut imaginer. On aura de l'énergie pilotable. Mais tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a incompatibilité et non pas complémentarité entre ce qui est l'intermittent et ce qui est pilotable, et en particulier en ce qui concerne le nucléaire, pilotable à la flexibilité limitée, on n'en sortira pas. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un conflit économique, technique, que nous ne voulons pas voir. On peut espérer qu'il ne va pas conduire
à un conflit armé entre les pays, puisqu'il n'y a pas de raison fondamentale. Enfin, disons que pour empêcher le conflit armé, il serait bon qu'on puisse en discuter calmement. Alors, ce calme de discussion existe au niveau des industriels. C'est-à-dire que moi-même, je suis industriel depuis 60 ans et disons qu'avec mes amis allemands de Bavière, nous avons ces discussions. Et lorsque la centrale de Bavière a été arrêtée, mes amis allemands ont dit est-ce que on peut la mettre de telle façon qu'on puisse un jour la racheter et la faire redémarrer. Donc on voit bien que on ne sommes pas globalement les industriels, qu'ils soient français ou allemands, ne sont pas si bêtes. Simplement, nous sommes effectivement aujourd'hui dans un chaos que certainement la journée d'aujourd'hui va permettre d'expliciter, et chacun donnera son point de vue. Il y a beaucoup de points de vue autour des tables rondes que vous allez avoir. Mais je voulais avoir cet exposé liminaire en disant, voilà, l'énergie est un point extrêmement important sur les conflits armés. Si jamais il y a des dérèglements aujourd'hui dans certaines parties du monde, c'est souvent à cause des problèmes liés à l'énergie, et ceci ne s'arrêtera pas. L'énergie est fondamentale. Nous avons besoin, pour nous développer, d'une énergie abondante, et donc tout ce qui est sobriété doit être considéré comme anti-gaspillage, mais pas pénurie. Donc à chaque fois qu'on parle sobriété, je tire mon revolver en disant attention, on est bien dans l'anti-gaspillage, et il faut l'anti-gaspillage, mais on n'est pas dans la gestion de la pénurie. La gestion de la pénurie, c'est le début de la fin de la prospérité et de la décroissance. Elle doit être bon marché. Par conséquent, il faut regarder toujours quel est le prix. Et donc le fait de dire j'augmente le prix de tel ou tel, je fais des prix artificiels, je fais comme aujourd'hui le prix de l'électricité qui a été accepté par la France et un certain nombre de pays d'Europe est un prix artificiel, puisque vous avez un tarif garanti pour les éoliennes et le solaire, vous ne pouvez pas avoir marché. C'est contradictoire. Donc, vous pouvez prendre tout le problème par le bout que vous voulez, vous n'avez pas aujourd'hui de marché d'électricité. Donc vous pouvez créer peut-être un marché d'électricité, mais à ce moment-là, il faut enlever les tarifs garantis. Et lorsque vous allez refaire des centrales nucléaires, vous allez repartir sur le tarif garanti, comme les Anglais l'ont fait, et comme les Californiens l'ont fait, et comme les Suédois l'ont fait. Donc il ne devrait même pas y avoir de discussion sur le sujet. Et puis, souverain. Alors, je crois qu'on peut considérer que nous avons réussi à acclimater les centrales Westinghouse à un moment en France, avec le programme je dirais tout le monde Messmer, mais moi je dirais Boiteux, président de l'EDF, et Michel Hugues, directeur industriel d'EDF à l'époque, et ceci en diminuant les coûts, en augmentant la standardisation des centrales Westinghouse. Donc nous avons réussi à faire des centrales américaines Westinghouse, moins chères en France que partout ailleurs, et par conséquent avoir un prix d'électricité extrêmement bon marché. Et nous avons été souverains. Et c'était important à l'époque d'être souverain, et on parlait de souveraineté. Il faut reparler de souveraineté aujourd'hui. Et parmi les questions que je me pose, et que peut-être un certain nombre d'entre vous vont poser aujourd'hui, c'est pourquoi les centrales nucléaires américaines conduisent à des prix d'électricité qui sont à peu près du même ordre de grandeur que ceux d'aujourd'hui, pourquoi on fait une centrale nucléaire dans tous les pays du monde, que ce soit russe, chinoise ou américaine, en 7 ans, et pourquoi on nous annonce qu'on va faire des centrales en 15 ans et que les prix vont être le double. Donc je pense que c'est des questions également qu'il faut se poser dans la catégorie souverain et dans la catégorie bon marché.
Et donc vous allez avoir l'occasion avec nos amis de poursuivre cette conversation que je n'ai fait qu'amorcer sur un conflit armé, ce que l'amiral aurait dû vous développer, et un conflit économique qui est à nos portes et sur lequel nous aurons beaucoup à faire dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je suis dans les temps, François. Merci beaucoup, cher Loïc. Voilà une introduction, une vraie introduction sans langue de bois. Donc, on va pouvoir développer ensuite les argumentations. C'est tout à fait passionnant. Donc, j'accueille pour la table ronde 1. Alors, je me demande si je n'ai pas un petit souci. Éric Lézère, est-ce qu'il est là? Bonjour, cher monsieur. On ne se connaît pas encore, mais je suis ravi de vous accueillir. Stéphane Sarade, il est là. Samuel Efurfari, je sais qu'il est là. Et Madame Sophie Mourlon. Ah voilà, je craignais que vous ne soyez pas là. Je suis heureux que vous soyez là. Donc je rappelle l'objectif de la première table ronde qui s'appelle l'existant. L'objectif de cette table ronde est à partir de la réalité connue des énergies fossiles, j'ai dit possibles et disponibles, de replacer la problématique dans une approche de long terme et éviter un débat orienté sur les questions d'actualité souvent réducteurs. Cette table ronde abordera aussi les aspects fondamentaux et structurants de la question énergétique, diversité des énergies, aspects techniques, grands marchés, grands acteurs, flux actuels et prévisibles. Donc, traditionnellement, la première table ronde, c'est de faire un panorama de l'existant pour qu'en fait, on comprenne dans quel environnement on se place. Je suis très heureux de vous accueillir. Je ne fais pas les présentations individuelles parce que chacun a son petit trombinoscope et il peut lire les bios de tout le monde. Et donc, je vous laisse la parole, cher monsieur et chers amis. Est-ce que le micro fonctionne ? Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Donc, le table ronde et le débat, c'est sur l'existant. En gros, on va mettre un cadre aux discussions qui vont suivre et aux débats qui vont suivre tout au long de la journée. Un peu plus fort ? D'accord, très bien. Je vais monter un peu le ton. Et juste avant de donner la parole aux experts et expertes qui se trouvent autour de moi, je voudrais juste donner en 5 minutes, 5-6 points, justement pour cadrer un peu les choses qui me semblent assez essentielles à cause du brouhaha qui existe aujourd'hui sur les questions d'énergie, les questions essentielles d'énergie. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler, même si ce sont des réalités que vous connaissez sans doute tous un peu, ces réalités-là. Donc, juste 6 points, et très rapidement. Donc, le premier, c'est que l'activité économique, donc le produit intérieur brut d'un pays ou d'une région, en fait, peut se résumer à 99% à des transferts d'énergie. C'est-à-dire que toute activité économique, à quelques très rares exceptions près, revient d'une façon ou d'une autre à des transferts d'énergie, ce qui signifie, et on le mesure bien tous aujourd'hui, notamment depuis quelques années, que toute fluctuation dans les prix de l'énergie et dans la disponibilité de l'énergie a un impact immédiat sur l'ensemble de l'activité économique. Et si même l'énergie en tant que telle, ça représente 3, 4, 5% du PIB, en fait, ces 3, 4, 5% ont une importance démesurée puisqu'ils ont un impact sur l'ensemble de l'activité économique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui découle un peu de celui-là, il y a une corrélation historique, on va dire extrêmement forte, entre les révolutions agricoles, les révolutions industrielles, les révolutions technologiques et l'accès à une énergie beaucoup plus abondante et abordable. C'est à partir du moment où on a commencé à avoir accès à une énergie abondante, concentrée,
que les différentes révolutions qu'on a connues depuis 2 siècles, ou qu'on connaît depuis 2 siècles, ont été possibles. Troisième point aussi, la consommation d'énergie fossile dans le monde représentait l'an dernier 82% de toute la consommation d'énergie primaire dans le monde. Ça veut dire en fait que la transition énergétique dont on parle beaucoup et dont on va parler aujourd'hui, elle n'existe pas ou elle n'a pas vraiment commencé sur une grande partie de la planète. Et quand on compare les chiffres historiquement, en fait, c'est 82% de consommation d'énergie primaire qui sont de l'énergie fossile. C'est un niveau qui a peu évolué au cours des dernières décennies. Quatrième point, et on arrive un peu plus cette fois-ci dans les questions de puissance et de souveraineté. En fait, il existe deux types de grandes puissances énergétiques et évidemment géopolitiques et politiques. Donc il y a les puissances fossiles, grands producteurs d'énergie fossile. Et là, on voit bien de quoi on parle, sachant que les 2 grandes puissances aujourd'hui qui allient à la fois puissance militaire, puissance géopolitique et capacité autosuffisante de production d'énergie fossile, ce sont les États-Unis et la Russie. Et puis il existe aussi les puissances électriques, ce qui est parfois un peu perdu de vue. La France est une puissance électrique et elle a été notamment, elle est un peu moins aujourd'hui, mais elle a été notamment, comme le décrivait Loïc Le Floch-Prigent, quand elle était le premier exportateur mondial d'électricité et qu'elle fournissait de l'électricité à une grande partie de ses voisins européens. Elle est un peu moins aujourd'hui. Et la grande puissance électrique du moment, c'est évidemment la Chine. Avec une stratégie délibérée, industrielle et économique, de contrôler et de dominer toutes les industries de la transition énergétique qui sont des industries liées à l'électrification des usages et des besoins. Donc les panneaux solaires, donc les éoliennes, donc les batteries, donc la motorisation électrique, donc les électrolyseurs, donc les pompes à chaleur. C'est une stratégie délibérée. 5e point, la transition énergétique ne peut pas être, alors c'est un sujet de débat, hein, mais ça devrait être un sujet de débat de la journée, ne peut pas être par nature une transition rapide. D'abord parce que les transitions énergétiques dans l'histoire sont des transitions on va dire qui se déroulent sur des décennies. Ensuite parce que les équipements énergétiques lourds sont des équipements qui mettent de nombreuses années, voire des décennies à être construits et qui sont après en service entre 50 et 100 ans. C'est le cas des centrales, c'est le cas des barrages, c'est le cas des grands réseaux électriques, c'est le cas évidemment des réacteurs nucléaires. Et on a tendance, de manière un peu rapide, à appréhender ou comprendre l'innovation énergétique comme ce qui nous est familier, c'est-à-dire que l'innovation dans le monde de l'électronique ou des technologies de l'information. Autant des nouveaux produits électroniques, autant évidemment des logiciels se diffusent et se transmettent très rapidement, c'est des questions de mois et des questions d'années, autant les changements d'équipement et d'infrastructures énergétiques, ça prend des décennies pour être mis en place. Et puis, je voudrais finir sur un 6e point, qui est, que parfois on oublie aussi, qui est que le monde moderne, notre civilisation, repose sur 4 matériaux essentiels, tous fabriqués, plus ou moins, mais tous fabriqués avec des énergies fossiles, et les technologies de substitution sont en général pas très développées aujourd'hui. Alors le premier, c'est le ciment. Donc c'est le matériau le plus utilisé sur Terre, qui permet de faire du béton, mais qui est le plus utilisé sur Terre en dehors de l'eau. Donc on en produit 4 à 5 milliards de tonnes par an. Et si on ne fabrique pas de ciment, il n'y a plus aucune construction qui se fait nulle part. Et le processus même de fabrication du ciment, d'abord il consomme de l'énergie fossile, mais lui-même émet beaucoup de gaz à effet de serre et notamment de CO2. Donc le deuxième, c'est un peu plus évident, c'est le fer et l'acier, 1,8 milliard de tonnes. Et on le fait essentiellement aujourd'hui avec du charbon, c'est avec du coke. On a aussi, dans ces 4 éléments, l'ammoniac, qu'on perd parfois un peu de vue,
L'ammoniac qui est fabriqué avec du gaz essentiellement aujourd'hui. Sans ammoniac, on n'est pas capable de fabriquer des engrais azotés. Et si on ne fabrique pas des engrais azotés, il y a la moitié de la planète qui meurt de faim. Et puis pour finir, alors c'est sans doute le matériau qu'on peut remplacer le plus facilement. Il y a le plastique qui est fabriqué avec du pétrole. On a aujourd'hui quand même un certain nombre de substituts, mais le développement de ces substituts est lent et long. Et dans un certain nombre de domaines, par exemple le domaine médical, etc., aujourd'hui on a du mal ou on ne sait pas remplacer le plastique. Donc voilà pour ces 6 points qui sont des banalités, mais je pense que pour lancer le débat, il me semble que ça permet de cadrer les choses. Alors on va rentrer dans le vif du sujet qui est le constat. Et je vais donner la parole, c'est pas galant, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite, madame, je vous prie de m'excuser. Ce qui me frappe, c'est que le sujet du débat aujourd'hui, on est donc sur les questions de défense et d'énergie, on est sur les questions de sécurité d'approvisionnement énergétique, on est sur les questions de souveraineté. Et monsieur Furfari, vous avez travaillé à la Commission européenne pendant longtemps, vous êtes à Bruxelles. Comment se fait-il, comment expliquez-vous le fait que les questions de souveraineté, de sécurité d'approvisionnement ont disparu ou n'existent plus dans les débats à Bruxelles, ou n'ont plus existé jusqu'à il y a 2 ans, on va dire pendant tout le XXIe siècle? Comment c'est une question que j'ai du mal à comprendre. Merci pour votre question, parce que justement, j'avais l'intention de commencer par ça, en rappelant l'effondrement de l'Union soviétique, qui a permis à l'Europe d'avoir une autre vision. Et dès l'effondrement, le ministre des Pays-Bas, Premier ministre des Pays-Bas, M. Lubbers, a proposé de créer une union de l'énergie sur la plaque européenne. Et il appelait ça la charte de l'énergie, qui permettait aux entreprises européennes, de l'Union européenne, d'aller investir dans l'ex-Union soviétique, en se disant qu'il ne faut pas qu'on répète ce que les soviétiques ont fait en 1919, qu'ils ont tout nationalisé, et donc on ne peut pas répéter ça, il faut donner des garanties. Et on a signé un traité qui permettait aux entreprises d'avoir l'assurance qu'en allant travailler et produire des énergies fossiles dont on a cruellement besoin, on pouvait le faire. Et puis, 10 ans plus tard, arrive à Bruxelles, à la Commission européenne, M. Romano Prodi, avec comme vice-présidente l'Espagnole Loyola de Palacio. Et dès son hearing au Parlement européen, elle a dit « Je veux travailler sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. On ne peut pas continuer comme ça à dépendre des autres en matière d'énergie, non pas qu'il faut rêver, comme les Américains, de devenir indépendants, mais il faut gérer notre dépendance. » On a travaillé à fond, j'étais un de ses collaborateurs à l'époque, et donc je me souviens très bien de tout cela. On a travaillé à fond et on a publié un livre vert sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. C'était le point crucial. C'était la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle. Vous avez bien raison, monsieur Le Serre. On l'a publié en octobre 2000. Et on avait reçu vraiment des ordres stricts de continuer à répéter cette stratégie de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Et donc, je m'en souviens comme si c'était hier. Premièrement, diversifier les sources d'énergie. C'est banal, n'est-ce pas? Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais c'est banal. Donc, le livre vert disait, on a besoin de pétrole, on a besoin de gaz, on a besoin d'énergie renouvelable, de toutes les énergies renouvelables. On doit mettre fin au tabou sur le nucléaire. Et il faut accepter du charbon, du moins en partie, pas trop, mais quand même du charbon. Deuxième point de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Ne pas trop dépendre d'une zone ou d'un pays. Suivez mon regard, c'était l'OPEP, le Moyen-Orient. Oui, on dépend d'eux parce qu'ils ont encore 70% des réserves d'hydrocarbures, donc on ne va pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais il faut être sage dans cette gestion. De même avec la Russie.
Il faut avoir une bonne relation avec la Russie et ne pas trop dépendre de la Russie. Troisième diversification. Ne pas trop dépendre d'une seule route d'approvisionnement. Sous-entendu, ne passons pas tout le gaz russe par l'Ukraine. Ça risque d'être dangereux. Et si vous voulez importer du gaz, mais n'importez pas uniquement du gaz par tube, par conduite, mais aussi par GNL. Diversification. Après 20 ans, on regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des barrières sur le premier point, notamment l'Allemagne, qui refuse certaines énergies, je n'ai pas besoin de vous les citer. Deuxièmement, l'Allemagne, de nouveau, trop dépendante de la Russie. Troisième point, l'Allemagne, de nouveau, dépendante d'un tube. Les Allemands ont refusé d'avoir un seul terminal gazier. Les écologistes, les Grünen allemands, ont refusé. Madame Merkel avait proposé quand même un terminal en Wilhelmshaven. Mais les Grünen n'ont pas voulu. Ils ont dit, s'il y a un terminal, après on continuera à importer du gaz, on ne veut pas. Et donc, la crise énergétique de l'année dernière est due au refus d'appliquer la stratégie de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne de 2000. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Oui, il y a un deuxième point que je voudrais quand même mentionner. En même temps que quand M. Prodi a proposé la sécurité d'approvisionnement énergétique, il a proposé à Paris un dialogue énergétique avec la Russie. Ça s'appelait le dialogue énergétique Europe-Russie. Et pendant 5 ans, pendant toute la commission Prodi, on a travaillé à fond sur ce dialogue qui consistait à établir des relations entre l'Europe, l'Union européenne et la Russie de manière à ce qu'on puisse disposer d'énergie tout près de chez nous, puisque la Russie était à une frontière pratiquement avec l'Europe. Et on a travaillé à fond là-dessus en échangeant toutes sortes d'informations. Il y avait toute une équipe à la DG Énergie à Bruxelles qui travaillait là-dessus, avec, bon, je peux vous citer les noms, mais ça n'a pas d'importance, et qui a apporté notre savoir-faire aux Russes, et les Russes nous permettaient d'investir chez eux. Et notamment aussi, s'il vous plaît, sur l'efficacité énergétique. Ce n'était pas uniquement énergie fossile. On allait là-bas créer des centres d'efficacité énergétique. Et puis, vers 2005, un nouveau président est arrivé et tout a été arrêté. Si aujourd'hui on avait poursuivi la politique de sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne et de dialogue avec la Russie, on n'en serait pas là du tout. On savait ce qu'il fallait faire. Et puis d'autres idéologies sont rentrées dans l'Union européenne et on se retrouve dans le marasme actuel. Très bien, merci. Oui, juste ce que vous indiquiez, c'était de bonne direction, et ce que vous expliquiez, c'était que, si j'ai bien compris, l'influence allemande a été néfaste sur un certain nombre de points, et puis finalement, il y a eu un changement à la tête de la Commission qui a fait que les priorités n'étaient plus les mêmes. C'est bien ça. Donc le virage, c'est 2005, 2006, 2007 ? Pas seulement la Commission. Pas seulement la Commission. Enfin, la Commission, oui, sur le dialogue Russie, c'est la Commission. Mais l'abandon de la stratégie de sécurité d'approvisionnement, c'est le Parlement, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg qui nous a mis dans ce pétrin. Il ne faut pas oublier qu'il y a une très grosse majorité de parlementaires allemands à Strasbourg. Forcément, c'est le pays le plus grand. Et donc, ils ont, si je ne me trompe, plus du double de la moyenne des États membres comme députés européens. Et ils sont endoctrinés par l'Energiewende. Et ils sont parvenus, ils sont tout puissants. Les Allemands sont tout puissants. C'est la révolution énergétique allemande qui a été lancée il y a une quinzaine d'années. Et donc voilà, c'est là que vient le chaos actuel. Ce n'est pas de la faute de la Commission. Je défends mon employeur. D'accord, non, je vois. Très bien. Madame Mourlon, on va revenir en France, si vous en êtes d'accord. Et
et essayer de voir quel est le constat de la Direction générale de l'énergie et du climat et quel est le constat du ministère de la Transition écologique sur, on va dire, la sécurité d'approvisionnement en France aujourd'hui, puisqu'on est dans les constats, les problèmes tels que vous les voyez, les solutions qui existent, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui peut être fait dans cette logique, sachant que, évidemment, nos problématiques ne se posent pas du tout de la même façon que l'Europe en général et ne se posent pas du tout de la même façon que l'Allemagne, puisque nous sommes beaucoup moins dépendants des importations de gaz notamment, mais nous restons dépendants des importations de pétrole. Et de gaz également, malheureusement, si je puis dire, et transitoirement, même si vous l'avez rappelé, ces transitions sont pour du temps long. En France, aujourd'hui, on a tous en tête, ça a été rappelé tout à l'heure, que notre électricité est largement décarbonée, avec le parc nucléaire, avec le parc hydro, avec le parc des autres énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est à plus de 90% décarboné côté électricité, et donc en production essentiellement locale. Mais si on regarde notre mix énergétique dans son ensemble, on dépend encore à 60% des énergies fossiles importées. Le gaz et le pétrole. Le pétrole principalement pour se déplacer, le gaz beaucoup pour se chauffer, pour les process industriels. Donc notre économie aujourd'hui en France, comme dans le reste de l'Europe, est encore largement dépendante des énergies fossiles en dehors de l'électricité. Et donc dépendante à cet égard d'importation, comme ça a été rappelé. En revanche, on n'est pas dans la même situation que la moyenne de l'Europe ou que nos voisins plus à l'Est, comme ça a été rappelé, notamment parce que pour les importations de gaz, on a investi dans un certain nombre de terminaux méthaniers et donc on a différentes voies d'approvisionnement par des gazoducs qui viennent de Norvège, qui viennent de l'Est, mais donc on n'utilise plus dans ce sens-là depuis l'année 2022, qui viennent du Sud par les terminaux méthaniers espagnols en particulier, et puis nos propres terminaux méthaniers, on en a 4, on en a installé un 5e terminal méthanier flottant à la suite de la crise en Ukraine. Donc ça nous permet d'avoir un approvisionnement qui est relativement diversifié. Néanmoins, il faut reconnaître que la proximité géographique de la Russie faisait que, parce que ça permet d'importer le pétrole dans des navires qui ont la capacité de décharger, y compris dans les ports qui ne sont pas en eau profonde, parce qu'on pouvait avoir des pétroliers plus petits qui viennent de Russie que les très gros pétroliers qui viennent du Moyen-Orient, avec des routes qui sont plus courtes. De la même manière pour le gaz, nous avions, avant la crise de 21-22, une part de notre approvisionnement assez substantielle qui venait de la Russie. De la même manière, pour ce qui est des gazoducs, beaucoup de gaz traversaient l'Europe venant de l'Est et approvisionnaient, une partie de notre approvisionnement venait des gazoducs par l'Est. On peut même dire aussi qu'une bonne partie des produits raffinés, notamment une bonne partie de notre diesel, venait de Russie. Tout à fait, une partie, puisqu'en effet l'outil de raffinage français qui a été conçu il y a plusieurs décennies produit plus d'essence que nous en avons besoin et moins de diesel que ce dont nous avons besoin. Donc nous importons effectivement assez massivement du diesel, et là aussi pour des questions de proximité géographique avant la crise de Russie. Pour rebondir sur ce qui a été dit, le sujet de la sécurité d'approvisionnement n'était pas un sujet oublié, mais c'est vrai qu'il était moins sur le devant de la scène depuis plusieurs années, aussi parce que la situation internationale, les flux tels qu'ils avaient été installés, n'ont pas appelé de crise substantielle pendant un certain nombre d'années, et probablement certains pays ont baissé la garde sur les dépendances que nous avions. Mais cette dépendance, quoi qu'il en soit, à 60% des énergies fossiles, aujourd'hui, elle est réelle. Lors de la crise de 2021-2022, la France a donc pu faire face relativement bien, plus facilement que certains de ses voisins, à la rupture ou à la perturbation des approvisionnements, et a pu réorganiser ses approvisionnements assez rapidement, que ce soit pour le diesel, pour le pétrole brut ou pour le gaz, avec néanmoins pendant quelques mois des perturbations du fait qu'encore une fois on est passé sur des routes d'approvisionnement plus longues, donc avec des flux qui étaient un petit peu différents, qu'on n'a plus les flux de gaz venant de l'Est. Mais tout ceci s'est finalement assez bien réorganisé. Ce qu'il faut rappeler dans la série « Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier », c'est que pendant l'année 2022, nous avons doublé ces difficultés de sécurité d'approvisionnement liées au contexte international d'une difficulté interne liée à notre parc nucléaire.
qui nous apporte beaucoup, et à l'Europe et à nos voisins, puisque ça a été rappelé, nous sommes largement exportateurs nets lorsqu'il fonctionne bien, mais la découverte d'un défaut inattendu, enfin sur des zones inattendues des réacteurs, a conduit à arrêter extrêmement rapidement, pour des contrôles et des réparations, un grand nombre de réacteurs, précisément pendant l'hiver 21-22, et puis ensuite ça a duré et l'affaire n'est pas complètement finie. Et là, on a eu une conjonction réellement compliquée en termes de sécurité d'approvisionnement, puisque nos voisins avaient moins de gaz du fait de la crise en Ukraine, étaient moins disponibles pour produire de l'électricité, notamment à partir du gaz, et nous, moins disponibles pour produire de l'électricité à partir de notre parc nucléaire. Et c'est aussi cette conjonction, pour des raisons différentes, qui a noué ce que nous avons vécu en France durant l'année 2022 et la hausse des prix. Bon, c'est un panorama un petit peu rapide, mais il me semblait important de rappeler que nous sommes dépendants aujourd'hui à 60% des énergies fossiles, et que donc, outre la priorité absolue, l'objectif cardinal qui est pour la lutte contre le réchauffement climatique de sortir des énergies fossiles, pas du jour au lendemain, on est d'accord, mais aussi rapidement que possible, et en priorité du charbon, qui reste quand même l'énergie fossile de très loin la plus émettrice. Nous avons une toute petite quantité de production d'électricité à partir de charbon en France. Et ben, ça représente quand même une quantité majoritaire de nos émissions de CO2 pour ce qui est de la production d'électricité. Donc il est important de faire cette conversion, de sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles. Et ça, c'est bon évidemment pour cet objectif cardinal qui est la lutte contre le changement climatique, mais pour revenir à l'objet de votre question et de la journée, c'est évidemment un point fondamental, et ça sera un point extrêmement favorable pour notre sécurité d'approvisionnement, dès lors que notre stratégie de transition en France repose bien sur une diversification des sources d'énergie, sur un pilier fondamental qui est également la réduction des consommations. Réduction des consommations par l'efficacité énergétique et par la sobriété organisée. On ne parle pas de ce qu'on a malheureusement vécu en 2022, qui était essentiellement, pour beaucoup, de la destruction de demande. Ce n'est pas ça qu'on cherche à faire. Mais d'organiser effectivement la sobriété, de l'efficacité énergétique, et puis la transition vers un ensemble d'énergies qui nous feront sortir de la dépendance aux fossiles, sans rentrer pour notre stratégie dans une dépendance trop marquée à d'autres énergies importées. Mais pour sortir de la dépendance aux fossiles, donc on va dire la seule voie, c'est l'électrification des usages. Ça veut dire augmenter la production électrique et réussir à s'assurer de la sécurité d'approvisionnement des différentes composantes de production électrique. Alors, on va dire ça va jusqu'aux équipements industriels qui sont les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, les électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène. Et ça va aussi, mais on en parlera avec notre voisin avec mon voisin de droite tout à l'heure, qui est l'approvisionnement en uranium. Donc comment vous projetez sur, on va dire, la sécurité d'approvisionnement en uranium, et on va dire une certaine souveraineté industrielle et technologique sur les technologies de la transition énergétique, donc qui sont aussi les batteries, qui sont les électrolyseurs, les éoliennes, les panneaux solaires et les pompes à chaleur qu'il va falloir installer par millions si on veut respecter nos objectifs dans les bâtiments et les logements en France. Tout à fait. Alors l'électrification, vous faites bien de le mentionner, l'électrification est effectivement une des deux grandes stratégies pour sortir des énergies fossiles. Il y a également le recours à la chaleur renouvelable ou de récupération. Aujourd'hui, 43% de nos consommations énergétiques sont pour faire de la chaleur, et une partie de cette chaleur peut être électrifiée, mais on peut aussi avoir de la chaleur directe à partir de biomasse, chaleur de récupération, etc. Et l'ensemble de la stratégie balaye géothermie ou solaire thermique, enfin l'ensemble des technologies peuvent être mobilisées. Et donc la stratégie, elle est bien dans ces deux piliers. Aujourd'hui, on a à peu près 25% de nos consommations énergétiques qui sont en électricité. Demain, on vise d'être plutôt aux alentours de 55%, donc 45% chaleur, 55% électricité. Effectivement, à l'intérieur de ce mix énergétique qui sera réduit parce qu'on a la possibilité de faire de l'efficacité énergétique réellement, et aujourd'hui, on voit que ce processus est à l'œuvre. Demain, ce mix énergétique qui sera très largement électrifié, et donc en valeur absolue, effectivement, nos consommations d'électricité vont augmenter. Pour organiser cela, on investit
non seulement sur la transition de notre système électrique avec l'ensemble des piliers, le nucléaire, l'annonce de la construction de 6 EPR2 et 8 en sus à l'étude, ainsi que l'investissement dans des petits réacteurs modulaires, l'ensemble des énergies renouvelables électriques, donc photovoltaïque, éolien en mer, hydroélectricité, avec un potentiel en hydroélectricité qui est limité mais qui existe réellement. Et on investit aussi une partie substantielle des investissements de l'État sur le moyen et le long terme investis sur la chaîne de valeur. Donc on investit sur la chaîne de valeur de la filière nucléaire, évidemment, sur la chaîne de valeur de l'électrolyse pour la production d'hydrogène, sur la chaîne de valeur des batteries, sur la chaîne de valeur de l'éolien en mer, et on réinvestit sur la chaîne de valeur du photovoltaïque. Évidemment, on ne va pas être totalement indépendant d'aucune source extérieure de matériaux, de composants. Mais en investissant sur cette chaîne de valeur en France et en Europe, l'objectif est effectivement de renforcer alors, déjà notre économie et notre capacité industrielle, et puis notre souveraineté énergétique par la maîtrise de l'ensemble de valeurs de ces technologies de la transition. Vous avez parlé des pompes à chaleur. On a également un plan, 1 million de pompes à chaleur. Aujourd'hui, les pompes à chaleur RR sont largement importées d'Asie. En revanche, sur les pompes à chaleur RO et OO, la France est en réalité un leader extrêmement bien positionné pour son industrie. Donc l'objectif, c'est de renforcer cette position sur les pompes à chaleur RO-OO et de réinvestir sur les pompes à chaleur RR pour se donner encore une fois les moyens de notre transition. Monsieur Sarad, alors, je sais bien que les questions d'énergie au commissariat à l'énergie atomique vont bien au-delà de l'énergie nucléaire, mais je ne peux pas faire autrement que commencer par parler du nucléaire avec vous. Et on parlait des questions de sécurité d'approvisionnement. Peut-être démarrer sur un point particulier qui est un point important. La France est dépendante de l'importation d'uranium pour faire fonctionner son parc de 56 réacteurs nucléaires. Et elle compte en avoir d'autres. Quelle est la stratégie telle que vous la comprenez? Ce n'est pas vous qui la gérez, mais telle que vous la comprenez, et que j'imagine que les pouvoirs publics de temps en temps demandent au CEA un certain nombre de conseils. Peut-être, en tout cas, quelle est la stratégie qui est menée pour s'assurer que nous n'aurons pas de problème d'approvisionnement en uranium, et notamment en uranium faiblement enrichi, puisqu'on on parlait de la Russie, il y avait un certain nombre de choses qu'on apportait de Russie pendant quelques temps. Comment fait-on et comment s'assure-t-on, surtout juste pour mettre ça dans le contexte, qu'il y a une renaissance, on va dire, de l'énergie nucléaire qui a décliné partout dans le monde après les différentes catastrophes ou accidents, Tchernobyl notamment et Fukushima. Et comme il y a de multiples projets qui redémarrent, on imagine bien que la demande d'uranium dans le monde va augmenter, et elle commence à augmenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, depuis plus d'une dizaine d'années, le CEA s'appelle le commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, merci de l'avoir bien précisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans mon poste de directeur des programmes énergie au CEA, le CEA en 2020 a fait une évolution majeure dans son organisation, puisque nous avions, je dirais, des équipes de recherche travaillant sur le nucléaire, donc en soutien au parc nucléaire actuel, en développement du nucléaire de demain. Et puis nous avions aussi des équipes travaillant sur les énergies renouvelables, en particulier à Grenoble et Chambéry, sur le solaire, les batteries, l'hydrogène. Et puis en 2020, nous avons fait, donc sous l'impulsion de notre administrateur général, une évolution majeure en créant la direction des énergies, et donc au sein duquel se trouve ma direction, qui a pour vocation de suivre l'activité de globalement 2500 chercheurs, 1600 dans le nucléaire et 900 dans les énergies renouvelables. Donc le fait de les faire fonctionner je dirais, non plus en silo, mais avec une vision globale, depuis maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, nous a amené à construire cette vision globale. Et on pourrait y revenir parce que je crois qu'à l'heure actuelle, une partie de mon travail, c'est de
de faire ce que M. Le Floch-Prigent juge impossible, à savoir rendre compatible le nucléaire, les énergies renouvelables. Finalement, nous sommes persuadés, je suis persuadé à titre personnel, que nous avons besoin, pour les besoins d'électrification qui ont été évoqués, nous n'avons pas le luxe d'opposer ces énergies et nous travaillons pour rendre le nucléaire plus adaptable et plus à même de répondre à l'intermittence des renouvelables, par le développement de nouveaux combustibles en particulier. Et aussi, nous travaillons sur le couplage de certaines fonctionnalités, comme la production d'hydrogène, que l'on peut coupler maintenant que l'on souhaite coupler, nous, à des réacteurs, notamment les petits réacteurs. Alors, pour revenir à votre question, donc peut-être vous aurez dû inviter Orano plutôt que un humble chercheur du CEA, mais bien évidemment, la notion de ressources en uranium est au cœur aussi des préoccupations. Je dirais que c'est au niveau de la crise Covid, nous avons vu apparaître une petite évolution, et une évolution dans l'augmentation du coût. Alors, à l'heure actuelle, je crois que de tête, la livre d'uranium doit s'échanger aux alentours de $50 sur le marché spot. C'est globalement un coût qui n'est pas très élevé par rapport à ce que nous avons connu les dernières années. Mais ce qui a été, vous avez raison, ce qui a été évoqué, c'est la nouvelle dynamique mondiale sur la renaissance du nucléaire. Est-ce qu'elle va entraîner des tensions sur donc la production en tout cas l'extraction et la production d'uranium, notamment d'uranium pour nos activités civiles. Globalement, ces 5 pays qui sont globalement les leaders dans la production d'uranium, donc vous avez bien sûr l'Australie, le Kazakhstan, la Namibie, donc ce sont que 5 pays et globalement je crois que ce sont 10 mines dans le monde qui produisent 85% de l'uranium. Donc globalement, je dirais que tous ces pays ne sont pas liés à des tensions géopolitiques extrêmes que l'on pourrait imaginer. Donc en tout cas, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est que si on regarde les ressources identifiées sur l'uranium, nous avons globalement, dans ressources primaires, nous avons globalement une centaine d'années devant nous en termes de ressources. À cela peuvent s'ajouter des ressources secondaires sur lesquelles, alors bien sûr, à des coûts d'extraction qui seront beaucoup plus élevés, mais donc des ressources secondaires comme par exemple l'uranium dans les mines de phosphate ou pourquoi pas ce que font les Américains, notamment à Los Alamos, ce sont des recherches pour récupérer l'uranium qui se trouve dans l'eau de mer, puisque c'est globalement le plus gros gisement d'uranium. Mais vous imaginez que cet uranium est présent de manière très très diluée et qu'aller le chercher demandera des développements technologiques importants. Donc une grosse centaine d'années dans le cadre d'utilisation de réacteurs dits de 3e génération, c'est-à-dire les réacteurs qui, à l'heure actuelle, les réacteurs à eau pressurisée, qui forment les 56 réacteurs que vous avez évoqués du parc français. Nous, au CEA, comme dans d'autres pays du monde, nous travaillons aussi sur les réacteurs dits de 4e génération, dont vous avez déjà entendu parler. Faites-nous rêver avec la surgénération et si j'ai bien compris, 1000 ans de combustible qu'on a à notre disposition éventuellement si on passe à ça. Alors on n'est pas dans le constat, on est dans le rêve. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais on va y revenir. Non, je suis désolé parce que votre existence, c'est aussi la R&D qui est menée à l'heure actuelle. Et cette R&D qui est menée à l'heure actuelle, elle n'est pas pour vous faire briller les yeux, elle est là pour essayer de trouver des options de manière à ce que, je dirais, Homo sapiens, c'est un futur désirable, et notamment pour le citoyen français. Donc les réacteurs de 4e génération, qui ne sont pas du tout des vues de l'esprit, puisque les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, alors nous, bien sûr, au CEA, nous avons eu Rhapsody, puis nous avons eu Phoenix, Super Phoenix en France. On a fait tourner Phoenix et Super Phoenix. Tout à fait. Pas très longtemps, mais on les a fait tourner, enfin pour Super Phoenix. Alors est-ce que vous savez quel est le nombre d'années cumulées de fonctionnement de réacteurs à neutrons rapides dans le monde? Il y a 400 ans cumulés de fonctionnement de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc je ne vous parle pas d'une curiosité de laboratoire, mais bien d'une réalité. Donc on peut aussi avoir des réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb. Ça a été plutôt une stratégie développée par nos collègues russes. Il y a aussi les réacteurs à haute température, les HTR, et il y a, avec peut-être une temporalité plus éloignée, les réacteurs à sel fondu. Donc ces réacteurs de 4e génération, ils ont, je dirais, un intérêt majeur, au-delà de produire de l'électricité, c'est de pouvoir consommer
un très grand nombre de matières, notamment ce que nous considérons de la matière valorisable, c'est-à-dire ce qui est entreposé à l'heure actuelle en termes de MOX par exemple. Et si on regarde un cycle du combustible d'un réacteur de 4e génération, c'est un cycle qui ne va juste intégrer chaque année que 40 tonnes d'uranium appauvri. Je rappelle que nous en avons 320 000 stockés en France. Et que le plutonium, qui sera le combustible ou équivalent qui sera utilisé dans ces réacteurs de 4e génération, va lui tourner en boucle. Donc nous consommerons 40 tonnes d'uranium appauvri pour produire 40 tonnes de déchets ultimes, tels que nous le faisons à l'heure actuelle chaque année en France. Ce qui veut dire que vous aurez 400 000 tonnes, 40 tonnes par an, ça vous donne la vision. Et c'est la stratégie du cycle fermé qui a été développée en France, avec bien sûr des temporalités qu'il faudra adapter en fonction des besoins et en fonction des décisions politiques et industrielles. Oui, ça veut dire qu'en théorie, on peut être autosuffisant pour des centaines d'années avec un parc de réacteurs dits de 4e génération à la place de ceux de 3e génération. C'est effectivement la vision long terme qui est portée par cette stratégie. Mais alors, pour arriver à ça, je reviens vers vous, monsieur Furfari. Il faudrait qu'on... Alors certes, on est souverain dans ce domaine-là, mais il faudrait quand même qu'on réussisse à obtenir notamment de nos amis de la Commission européenne et nos amis du Parlement européen que les financements du nucléaire, et les financements de l'innovation nucléaire, les financements des investissements nucléaires dont Madame parlait, c'est rien que les 6 EPR et les 8 qui sont censés suivre, se fassent dans des conditions relativement favorables, et que donc que le conflit existant aujourd'hui soit surmonté sur, on va dire, l'intérêt de développer l'énergie nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'il soit surmonté en Europe, en dehors des accords de façade qui ne sont souvent que de façade? Je vous répondrai le 10 juin, après les élections européennes, avec le présent Parlement européen et Commission européenne aussi d'ailleurs. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Si M. Macron et 10 autres premiers ministres n'avaient pas tapé un peu de poing sur la table, la taxonomie passait sans le nucléaire. Parce qu'il y a actuellement à Bruxelles-Strasbourg, Bruxelles-Strasbourg, une attitude anti-tout sauf éolien et solaire. Et ça détruit l'Europe. Parce que je voudrais, quand vous dites qu'il faut regarder l'existant, ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Rien que les BRICS, anciens, pas ceux qui vont commencer le 1er janvier. Rien que les BRICS, sur les 10 dernières années, ont augmenté leur consommation d'énergie de 59 hexajoules. C'est énorme, hein, des hexajoules. Pendant ce temps-là, l'Union européenne les a réduits de 3. Alors, à quel jeu on joue là? Le monde est en train de courir dans une autre direction et nous, on est en train de penser que le monde est en train de nous suivre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Quand on essaie de mettre les points sur les i, on vient vous dire « oui, mais on doit montrer l'exemple ». Mais l'exemple, justement, c'est le contraire. Une députée européenne avait dit il y a quelques années « If you think that you are the leader and nobody follow you, you are the loser ». Et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui en Europe. On pense que tout le monde est comme nous, décarbonation, renouvelable, mais c'est faux. Bien entendu, la Chine développe des énergies renouvelables, mais elle développe beaucoup plus le charbon, elle développe beaucoup plus le pétrole, elle développe beaucoup plus le gaz, et elle développe beaucoup plus le nucléaire. Et donc on est là en train de penser que le monde, dans l'existant aujourd'hui, c'est le nombril européen, alors qu'ailleurs, c'est exactement le contraire. On vient d'avoir des élections en Argentine. Préparez-vous à une grosse surprise en Argentine. Hein. L'Argentine est le 2e pays au monde en réserve de gaz de schiste. Et lorsqu'on a découvert qu'il y avait du gaz de schiste, l'ancien gouvernement, Madame Kirchner, avait nationalisé immédiatement les réserves
et boutant dehors les pétroliers espagnols Repsol, en disant ça c'est pour nous, l'État va contrôler ça. L'État n'a rien produit du tout. Maintenant, s'il parvient à faire ce qu'il a promis, de laisser le marché se développer, les développements dans la province de Yucam, notamment avec le gisement de Vaca Muerta, va changer la politique énergétique. Alors, M. Milei a dit « Moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec la Chine, avec le gouvernement chinois. » Mais il s'est empressé de dire « Mais pas pour le commerce. » Parce qu'il sait très bien qu'il va vendre du gaz en Chine. Il va vendre énormément de gaz en Chine. Comment voulez-vous que la Chine produise des panneaux solaires pour l'Europe? Les panneaux solaires ne produisent pas des panneaux solaires. Il faut de l'énergie fossile pour produire des éoliennes et pour produire des énergies fossiles, des panneaux solaires. Et donc la Chine existant est en train de miser à fond sur les énergies fossiles. Mais on se trompe en se focalisant sur la Chine. Il faut maintenant penser à l'Inde. L'Inde qui vient justement de sortir de l'électrification pour tous. Maintenant, le gouvernement Modi peut dire, ben oui, tout le monde a de l'électricité, mais un tout petit peu. Il y a 1,3 milliard de personnes qui doivent se développer, et donc il va y avoir un développement gigantesque, mais gigantesque, de charbon en Inde. Parce que ce n'est pas possible de donner à manger du travail, du développement à 1,3 milliard de personnes sans énergie fossile. Nous l'avons fait, nous. Et donc c'est là tout le défi de la COP28 qui va s'ouvrir maintenant. Ben oui, les autres ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils veulent produire de l'énergie pour, comme on disait M. Loïc Lefroc-Pichon, abondante et bon marché. Et rien à faire, l'énergie abondante et bon marché, ce sont les énergies conventionnelles, hydroélectricité, nucléaire et fossile. Oui, sauf qu'elles émettent des gaz à effet de serre et que la logique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'ai aussi une question, Madame Bourlon. Dans les perspectives, justement, on n'est plus tout à fait dans le constat, mais on est dans le constat, on va dire sur... allez, on va espérer dans le constat dans 2 ou 3 décennies pour les réacteurs nucléaires de 4e génération, peut-être. Et un autre qui est, vous avez raison aujourd'hui, dans de nombreux usages, il n'y a pas de substitut ou pas de substitut économiquement et technologiquement viable aux énergies fossiles. Sauf qu'il y a des perspectives pour en avoir, et notamment les fameux électrocarburants. Est-ce que, dans vos prévisions, dans la manière dont vous voyez les perspectives, avoir un jour, on va dire, des carburants de substitution décarbonés au gaz, à l'essence ou au diesel, à partir de l'hydrogène, donc des électrocarburants, est-ce que c'est une perspective qui vous semble raisonnable, qui vous semble sérieuse, à également 2 ou 3 décennies pour changer cette réalité, ou vous considérez comme M. Furfari que dans un siècle, en tout cas les Chinois et les Indiens auront encore beaucoup de charbon parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, ou parce qu'ils ne voudront pas faire autrement? Alors, je voudrais déjà rebondir sur ce qu'a dit M. Furfari et sur la question de est-ce que l'Europe doit continuer à investir dans sa transition puisque ailleurs elle ne se fait pas. Alors pour moi la réponse est oui et plusieurs fois oui. L'Europe doit bien sûr continuer à investir dans sa transition. D'abord parce que malgré tout, effectivement aujourd'hui la Chine et les États-Unis sont des beaucoup plus gros émetteurs de CO2 que l'Europe. En revanche, l'Europe est un émetteur de CO2 relativement comparable à l'Inde ou à l'Afrique dans sa totalité. Donc, ça n'est pas anecdotique à l'échelle mondiale. Les émissions de l'Europe, pour commencer par ça, ne sont pas anecdotiques à l'échelle mondiale, première chose. Deuxième chose, pour que les autres pays, et ça rejoint votre question, pour que les autres pays, et notamment les pays en voie de développement, puissent faire leur transition, il faut qu'on leur apporte des solutions. Il faut qu'on leur apporte des solutions développées, matures, bon marché. Pour que les solutions se développent et deviennent bon marché, il faut qu'il y ait des pays qui en ont la capacité, investissent dans l'innovation et investissent dans la montée en volume de ces solutions pour qu'ensuite ça devienne les solutions de référence bon marché pour le reste du monde. Aujourd'hui, l'Europe est un des pays, enfin une des zones du monde où on peut faire ça.
avec les États-Unis et la Chine, qui le fait aussi, même si, comme vous l'avez rappelé, dans l'essor de son besoin en énergie actuel, pour l'instant, elle développe une gamme d'énergie qui l'a conduit à développer aussi le charbon, mais vous l'avez mentionné, le nucléaire et beaucoup d'autres solutions. Si on prend un exemple à la frontière du sujet énergétique, mais qui n'en est pas loin, sur les véhicules électriques, aujourd'hui, c'est la Chine le plus grand innovateur. Et nos constructeurs européens le reconnaissent d'ailleurs volontiers en chambre et même de plus en plus publiquement. La Chine, parce qu'elle a investi dans cette innovation-là, est en passe de remporter... dans les réacteurs de 4e génération, elle est en train d'en construire. Voilà. Et donc la deuxième raison pour laquelle l'Europe doit continuer à investir dans sa transition, c'est ça, c'est aussi pour innover, faire maturer et rendre accessible un certain nombre de solutions. Et la dernière raison, c'est que l'Europe commence à avoir des politiques qui ont des effets extraterritoriaux. Lorsqu'on met un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, lorsqu'on met des critères sur l'octroi de nos subventions publiques en fonction des technologies qu'on accepte de subventionner, lorsqu'on met des critères sur les véhicules électriques sur lesquels on accepte de mettre un bonus, en fait, on commence à avoir une politique extraterritoriale qui commence à avoir des effets hors de nos frontières sur les pays depuis lesquels on importe ce type de services, produits ou autres. Et donc ça, c'est également un effet sur lequel il faut continuer à investir. Et enfin, évidemment, on ne peut réellement se permettre d'avoir une diplomatie climatique crédible que si on est un tout petit peu propre sur soi. La diplomatie climatique, elle est forte. On parlait de la Chine et de l'Inde. C'est une des actions prioritaires, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie, dont la France est vice-présidente, avec un investissement très fort sur l'accompagnement de la transition indienne. Et ça, on peut le faire aussi parce que les pays membres de l'AIE, et notamment l'Europe, ont des choses à apporter. Donc voilà, peut-être un panorama là-dessus. Et pour revenir à votre question sur les solutions d'avenir. Alors oui, les carburants liquides ou gazeux de synthèse ou à partir de biomasse d'ailleurs ou de déchets ont un potentiel pour l'avenir. Avec quelques limites dont il faut être conscient et sachant qu'on se projette à long terme. La première limite, s'agissant des bio-trucs, biogaz, bio-liquide, etc., c'est que la ressource en biomasse est finie. Et que donc il nous revient de l'optimiser, enfin déjà de mobiliser la biomasse dans les meilleures conditions possibles pour préserver notre puits de carbone, notre souveraineté alimentaire qui reste une priorité. Et beaucoup de choses sont à faire à cet égard pour mobiliser un maximum de biomasse et en tirer le meilleur parti. Pour ce qui est des carburants, encore une fois liquides ou gazeux de synthèse, ils sont aujourd'hui relativement, voire très gourmands en énergie, et notamment de ce fait relativement cher. Donc effectivement, il faut qu'on continue à investir dans l'innovation sur ces produits et c'est ce qu'on fait, y compris en investissement dans le passage à l'échelle de pilotes industriels et demain d'usines industrielles. Mais on a un certain nombre de verrous technologiques à lever, ce qui peut s'envisager à l'horizon de quelques décennies. Si on se retourne en arrière, on a levé comme ça des verrous technologiques, fait baisser des coûts, fait augmenter l'efficacité énergétique, réduit la dépendance matière de tout un tas de technologies, donc il faut continuer à investir dessus. Mais il ne faut pas le voir comme la solution miracle, par exemple, qui permettra de décarboner le transport tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, on ne mettra pas du carburant liquide dans toutes les voitures, tous les camions et tous les avions. On en mettra peut-être dans les chars. Alors on en mettra peut-être dans les chars et dans tout un tas de bestioles terrestres. Et d'abord dans les avions. Dans tout un tas de bestioles terrestres et aériennes qu'on aura du mal à décarboner autrement, mais tout ce qu'on peut décarboner par d'autres moyens que par des liquides de synthèse, il faut prioritairement le faire. Et dans l'exercice de préparation de l'avenir de la politique énergétique, on a constamment ces deux préoccupations. Que signifie le passage à l'échelle ? Quand est-ce qu'on pourra le faire ? Est-il soutenable ? Et comment est-ce qu'on priorise les usages et les solutions pour l'avenir pour qu'à la fin, l'ensemble du système énergétique qui doit être envisagé dans son ensemble, dans l'ensemble de ses usages, comme on a dit, chaleur, industrie, agriculture, défense, soit couvert. Maintenant, le point clé, c'est évidemment les prix. C'est une banalité. Et c'est toute la difficulté de ne pas détruire l'ancienne économie avant d'avoir construit la nouvelle,
toute la problématique aussi de réduire les investissements dans les fossiles, mais ça veut dire que les prix des fossiles augmentent. Est-ce que socialement, politiquement, économiquement, c'est gérable et c'est acceptable? Et c'est le problème aussi que, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le coût et le prix des énergies, on va dire avec des technologies décarbonées, en dehors du nucléaire qui est un cas particulier, sont bien plus élevés. Et on voit, cette fois-ci, c'est de manière très immédiate, qu'il y a un certain nombre d'industriels, les grands industriels, notamment qui voulaient s'installer en Allemagne ou dans d'autres pays en Europe, qui à un moment donné, ou qui en tout cas, qui ont annoncé éventuellement aller s'investir dans des endroits du monde où les énergies sont moins chères, et notamment les États-Unis. Comment on peut faire respecter l'ambition proclamée qui est d'utiliser la transition énergétique pour réindustrialiser et dans le même temps voir en fait les industriels aller s'installer ailleurs pour avoir des coûts d'énergie, notamment d'énergie fossile ou d'énergie nucléaire, comme M. Le Floch-Prigent le disait tout à l'heure, plus faibles. Comment on arrive à gérer cette contradiction ? Alors en premier lieu, il faut se méfier des annonces fracassantes des industriels dans la presse qui bien souvent interviennent à des moments où ils sont en fait en négociation avec des fournisseurs d'énergie de part et d'autre de l'Atlantique et qui ont avant tout pour objectif de peser dans les négociations. Mais bon, ceci étant dit, on a effectivement un certain nombre de sujets sur lesquels on travaille. Les coûts de l'énergie bas aux États-Unis, ils sont dus en partie, en large partie, au fait qu'ils peuvent reposer sur des ressources en gaz, notamment non conventionnelles, qui sont relativement faibles. Ça repose aussi sur des systèmes de subventions extrêmement forts qui ont été mis en place, notamment récemment, et qui n'ont échappé à personne. L'avantage qu'on a en France et qu'on promeut, c'est qu'on a un mix énergétique qui reste d'un coût extrêmement accessible et qui est très prévisible sur le long terme, contrairement à ce que peuvent offrir les Américains. Il y a assez peu d'offres aux États-Unis qui peuvent s'engager à contractualiser sur 10 ou 15 ans. Or, les industriels, lorsqu'ils envisagent d'investir, ils cherchent de la contractualisation sur 10, 15 ans et au-delà. Et ça, on est capable de le faire en Europe, on est capable de le faire en France. Et donc, on s'active à tous les niveaux pour rendre ça possible. Sur les coûts des énergies et le coût du mix, évidemment, un des objectifs, je n'ai pas redétaillé les objectifs, décarbonation, sécurité d'approvisionnement, compétitivité des prix et protection des consommateurs, ce sont les 3 objectifs cardinaux de la politique énergétique. Ce sont ces 3 objectifs sur lesquels en permanence on investit et on fonde notre politique. Le coût des technologies, il évolue très vite. Aujourd'hui, le coût du nucléaire futur, il est supérieur à un certain nombre des coûts d'autres énergies décarbonées sur lesquelles on investit. Mais de toute façon, ça n'est pas comme ça qu'on raisonne. La manière dont on raisonne, c'est sur le coût du système énergétique dans son ensemble. Puisqu'évidemment, il est vain, notamment pour l'électricité, de comparer des coûts unitaires de technologie alors qu'elles ne rendent pas les mêmes services pour le système électrique. C'est la raison pour laquelle, pour modéliser l'avenir du système électrique, nous avons fait appel à un réseau de transport d'électricité, RTE, qui est l'opérateur qui est responsable à chaque instant d'équilibrer le système électrique. Donc ils ont les ingénieurs qui savent équilibrer le réseau à chaque instant, qui savent faire les montées en charge, gérer les pics, etc. et qui sont capables de faire de la prospective. Ce sont à partir de leurs travaux sur un ensemble de scénarios que nous avons fondé nos propres conclusions. Et donc avec l'appréhension du système énergétique dans son ensemble pour choisir le mix énergétique qui conduit au coût du système énergétique le plus optimisé. Et ça, c'est un mélange de nucléaire, de notre socle nucléaire qu'on va pérenniser, d'hydro, puisque la France a la chance et l'opportunité d'avoir une part substantielle d'hydro, moins que ses voisins nordiques. Vous n'avez pas pu citer les puissances électriques du Nord. Ce sont des pays plus petits, mais alors eux, ils ont une énergie électrique abondante et pas chère grâce à leur hydro. Et parfois très hypocrite comme la Norvège, qui a une électricité très décarbonée et qui finance tout ça en vendant à outrance du gaz et du pétrole. Tout à fait, ça n'a échappé à personne. Mais néanmoins, ils ont quand même une hydro qui est très avantageuse. Donc les 3 piliers et les autres énergies renouvelables. Et c'est donc le coût du système le plus bas, en comptant également les investissements du réseau qu'on recherche. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer. Notre sécurité d'approvisionnement de demain, il faut qu'on la finance. Ça va supposer des investissements massifs et ça serait vrai quels que soient les choix que nous aurions faits. Aujourd'hui, notre parc nucléaire, il va arriver en fin de vie dans quelques décennies.
On va jouer sur 10 ans en prolongeant plus ou moins leur durée de vie. J'ai passé 8 ans et demi à l'autorité de sûreté nucléaire. J'ai pu regarder ces sujets-là d'extrêmement près. Dans les prochaines décennies, notre parc nucléaire, il va arriver en fin de vie technique. Ce n'est pas de la politique, c'est de la technique. J'en profite et je vous interromps encore. Donc, on peut prolonger la durée de vie des centrales de 40 à 50 et éventuellement 50 à 60. Est-ce qu'il est envisageable de faire comme les Américains, c'est-à-dire 80, voire 100 ans? On va lancer les études. Le gouvernement a demandé à EDF de lancer les études et l'autorité de sûreté nucléaire est en train de cadrer cet exercice avec EDF. Comme vous l'avez dit, hein, il est raisonnablement prévisible qu'on puisse prolonger les centrales à 50 ans, qu'une très large majorité d'entre elles puisse aller à 60 ans. Il y aura peut-être quelques exceptions, mais qu'une très large majorité d'entre elles puisse aller à 60 ans. Au-delà, ça se regarde. Il y a un certain nombre de points de sûreté sur lesquels nous n'avons pas nécessairement la même vision que nos voisins d'outre-Atlantique et qui sera important de regarder. La situation des matériels qui vieillissent et qu'on ne peut pas remplacer, comme les cuves des réacteurs, d'un certain nombre d'éléments de génie civil de la même manière qu'on ne peut pas remplacer, sera à regarder d'extrêmement près. Et c'est ça qu'on a demandé à EDF et à l'autorité de sûreté nucléaire de faire pour que dans les prochaines années, on puisse avoir une idée claire des investissements dont on parle sur le long terme. Ce qui me permet d'ailleurs de mentionner, c'était un des points importants qui a été mentionné, c'est que toutes ces décisions, vous l'avez dit, ce sont des décisions sur le temps long. Qu'on investisse dans des réacteurs nucléaires pour lesquels le temps de construction est substantiel, et qu'on investisse dans des installations qui sont plus rapides à construire, comme certaines installations d'énergie renouvelable, en réalité, dans tous les cas, pour le passage à l'échelle, ce sont des investissements sur le temps long. Et pour le réseau, de la même manière, notre réseau, demain, ne sera pas le même. Donc oui, je disais, il va falloir, quels que soient les choix qu'on fait, il faut qu'on renouvelle presque entièrement notre système électrique. Nos centrales nucléaires arriveront en fin de vie dans quelques décennies. Notre réseau électrique, qui a été construit majoritairement après-guerre, puis dans les années 70-80 pour le réseau de transport, va nécessiter des renouvellements et des adaptations extrêmement fortes pour tenir compte du changement climatique, qui a un impact sur le réseau également. Et on doit en plus le développer pour tenir compte du développement, de l'électrification dont on a parlé précédemment. L'ensemble des installations, des autres installations d'énergie renouvelable, à l'exception de l'hydro, de la même manière, arrivera en fin de vie, celle qu'on connaît, d'ici 20 à 30 ans. Ça veut dire que, de toute façon, il faut renouveler entièrement notre système électrique et que ça, c'est un investissement dans notre sécurité d'approvisionnement qu'il faut qu'on poursuive sur plusieurs décennies. Alors, peut-être, il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai tendance à déborder, je vous prie de m'en excuser. Donc, on va essayer de tenir en 2 minutes. Monsieur Furfari et peut-être Monsieur Sarad, votre opinion sur la question de la gestion des prix de l'énergie et comment gérer la contradiction entre tous les investissements qu'on a à faire et qu'il faut faire. À 10h15 ? Je pensais que c'était... on a un quart d'heure, on a tout le temps. Merci, monsieur. Je me suis trompé, je pensais que... On a un quart d'heure de plus. Donc, prenez votre temps, monsieur Sarad et monsieur Furfari, pour parler de la question de la contradiction à gérer entre les investissements à faire, l'augmentation des prix de l'énergie et le fait de rendre cette évolution acceptable et de la limiter. Oui. Vaste programme, aurait dit le général. Oui, effectivement, vous avez raison. Je crois que derrière tout ça, il y a aussi une vision un petit peu intégrale. Pour revenir sur ce qu'a dit Sophie Amollon tout à l'heure, l'Agence internationale pour l'énergie a sorti un rapport il y a 2 ans indiquant les objectifs donc 2030 et le net zéro 2050 et quelles étaient la part de développement, donc de procédés, de technologies à développer pour atteindre ces objectifs-là. Et le rapport montrait que pour atteindre le premier jalon en 2030, il manquait à peu près 20% des technologies qui n'étaient pas sur étagère, et 2050, il manquait à peu près 40% des procédés, des technologies qui sont à développer. Donc je dirais que, alors vous allez dire qu'en tant qu'organisme public de recherche, je vais prêcher pour ma paroisse, mais il est évident que l'investissement pour la R&D va être une nécessité de manière à pouvoir adresser globalement ces sujets. Après, cette notion de prix et de coût, elle va être aussi liée aux usages. Et je crois que, enfin, moi, ce qui me
me gêne un peu depuis ce matin, depuis que nous avons commencé cette journée, c'est que j'ai l'impression qu'on imagine le monde que nous vivons se projeter dans le futur et que nous allons trouver des solutions pour continuer à vivre comme nous vivons à l'heure actuelle. À titre personnel, je ne le crois pas. Je crois que derrière toute cette évolution énergétique, il va y avoir une évolution sociétale. Donc, si vous regardez, on va parler de coût de l'énergie. Il y a un think tank qui a fait une étude très récemment, il y a un article dans Le Monde qui est sorti il y a un mois, en disant, regardez, prenons les foyers les plus pauvres donc de nos concitoyens, les moins riches, et regardons ce que la transition énergétique représente pour eux. Je fais abstraction de l'ensemble des aides, et pour la rénovation de l'habitat et l'isolation, c'est 1 an de salaire. Pour l'achat d'un véhicule électrique, en faisant aussi abstraction de l'ensemble des aides actuelles, c'est 1 an de salaire. Donc vous voyez que cette notion de coût d'investissement, elle va être aussi liée à la notion de, on va dire, de société que nous avons aussi à bâtir et surtout que nos enfants et nos petits-enfants auront à bâtir. Donc oui, il est important à l'heure actuelle d'investir dans des systèmes énergétiques bas carbone de manière à atteindre le net zéro 2050 dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas si on va y arriver, en tout cas, moi j'y crois, enfin en tout cas, nous mettrons toutes nos forces pour y arriver, mais il y a cet investissement. Il y a le fait aussi que nous avons la nécessité de réfléchir à une électricité qui soit abordable pour l'ensemble de nos concitoyens, en particulier les entreprises, si on veut rester compétitif. Donc vous voyez que je n'ai absolument pas répondu à votre question, parce qu'elle est effectivement multifactorielle, parce que pour moi, à titre personnel, le citoyen français, il doit se poser 3 questions. La première question, c'est, à titre individuel, qu'est-ce que vous et moi, être prêts à faire ou à accepter en termes de sobriété. Sobriété, on sait bien ce qui a été dit, c'est-à-dire de ne plus privilégier l'avion, de peut-être manger moins de viande, ça c'est ce qu'on est capable de faire. Puis il y a ce qu'on va nous imposer, ça sera peut-être de rouler à 110 km/h sur autoroute. Donc ça c'est la sobriété. Et là vous mettez un curseur. Le second curseur, c'est vous en tant que citoyen, quelle ambition industrielle vous avez pour votre pays. Est-ce que c'est un pays qui va fabriquer du paracétamol, qui va fabriquer des véhicules? Ou alors, non, c'est un pays qui va dire moi j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter à l'extérieur. Et puis le troisième curseur, c'est le curseur que vous allez placer sur la souveraineté. Est-ce que mon pays doit être souverain? Il doit être souverain, il doit être autonome en termes de production d'énergie ou pas, parce que nous créerons des alliances et même si la géopolitique nous invite pas à ce genre actuel nous invite pas à ce genre de vision élargie. Si vous placez le curseur sur ces 3 thèmes, les scénarios RTE vous amènent directement sur le mix énergétique qui va correspondre. Où vous aurez, comme ça a été dit, une part plus ou moins importante de nucléaire et une part plus ou moins importante de renouvelable. Donc c'est ça en fait la vraie difficulté, c'est aussi avoir une vision sociétale. Sachant qu'il n'y a pas que l'électricité et que comme on le disait, bien sûr, si on va vers une électrification des usages, l'an dernier l'électricité c'est 27% de la consommation d'énergie en France. C'est 27%, comme ça a été dit par Sophie Monlon, le rapport RTE c'est 55% qui est en train d'être revu avec parce que défossiliser, décarboner, c'est électrifier. On est plutôt à l'horizon 2050 à une option 65% d'électricité bas carbone à produire. Oui, il n'y aura pas que de l'électricité, mais ça va représenter la part la plus importante de notre mix en termes d'énergie globale. Très bien. Monsieur Furfari, sur les prix de l'énergie. Alors, en 2012, le commissaire Günther Oettinger a demandé à ses services de faire un rapport sur les prix de l'énergie. Parce qu'avant ça, on n'en faisait pas à la Commission. Ce n'était pas notre sujet. Et là, il a voulu avoir ce rapport parce que trop d'industriels, et notamment allemands, se plaignaient du prix de l'électricité et de l'énergie en général. Ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine, 2012. Pourquoi? Parce que le prix de l'énergie a commencé à monter en Europe, pour différentes raisons, je ne vais pas être trop long,
Et il a fallu réagir. Tant et si bien que le commissaire Almunia, à la concurrence, a autorisé l'Allemagne à diminuer le prix de l'électricité aux industriels allemands et en augmentant le prix aux consommateurs. Parce qu'il fallait aider l'Allemagne, le droit à la concurrence. Je vous signale, M. Almunia était là pour la concurrence. Donc il a fallu faire un transfert des riches citoyens allemands vers l'industrie allemande qui risquait d'avoir des ennuis à l'exportation. Mais ça n'a pas duré. On le voit aujourd'hui. L'Allemagne est dans une catastrophe à cause du prix de l'énergie. Il ne faut pas se cacher les yeux. Il ne faut pas faire comme les trois singes. Je ne vois rien, j'entends rien, je ne dis rien. Il est temps de dire la vérité. Nous sommes trompés. L'Energiewende est une catastrophe pour l'Allemagne qui entraîne une catastrophe pour toute l'Europe. Ce n'est pas moi seulement qui le dis. Monsieur Mario Draghi, il a écrit dans une interview il y a 15 jours au Financial Times, il dit on ne peut pas continuer avec les prix de l'énergie en Europe. Ce n'est pas possible. Mais à Strasbourg, on ignore ça. On continue de dire, ben oui, on va y arriver et on va faire de la sobriété. Et si vous faites de la sobriété, vous fermez les entreprises dans l'Europe. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Avec la sobriété, on arrête l'économie en Europe. Parce que la sobriété, elle est basée sur la réduction de la consommation d'énergie. C'est inéluctable. Sobriété égale réduction de la consommation d'énergie. Vous réduisez la consommation d'énergie, c'est vous qui l'avez dit, que tout le PIB dépend de l'énergie. Et donc, ou bien on choisit une Europe sobre, on supprime le ski par exemple, on supprime les avions, ou bien on accepte de nous battre contre le reste du monde. Nous battre contre le reste du monde, il y a une condition. Énergie abondante et bon marché. Parce que sinon, on est perdant. Vous parlez de sobriété, monsieur. Vous avez vu le succès du salon de l'aviation à Dubaï la semaine dernière? Des centaines d'avions vendus, pas aux Européens, bien entendu, au reste du monde. Emirates a investi à cette occasion-là 925 millions pour avoir un hangar de manutention pour les centaines d'avions nouveaux qu'ils vont acheter. Et l'Inde va ouvrir 75 nouveaux aéroports. Il faut arrêter. Moi, je veux bien qu'on fasse de la sobriété en Europe, mais le reste du monde ne le fera pas. C'est évident, le reste du monde veut de la croissance, du développement, du bien-être. Et donc, nous pouvons dire, ben oui, retournons à vivre comme nos grands-parents. Pourquoi pas? C'est possible. Mais il faut que ça soit un choix personnel. Il faut que ça soit un choix personnel. Or, à Strasbourg, on nous impose cela. C'est ça qui ne va pas. Et vous allez voir que le 9 juin, il va y avoir une réaction parce que les gens ne peuvent pas accepter qu'on leur dise « vous savez, vous devez devenir sobre ». L'article 1 du traité Euratom, merci monsieur Le Floch-Prigent d'avoir mentionné ce traité. L'article 1 du traité Euratom dit qu'il faut développer, à l'époque ça s'appelait l'énergie atomique, il faut développer l'énergie atomique pour la prospérité des citoyens. Ils étaient fous. Si vous voulez avoir la prospérité des citoyens, il faut développer l'énergie atomique. Mais pas seulement l'énergie atomique, pourquoi ? Parce que l'électricité ne représente que 22% de la consommation d'énergie finale. En Europe. En Europe. En Afrique, c'est beaucoup moins. C'est peut-être 2-3%. Et donc, vouloir simplement dire on va réduire, on va tout électrifier, comme ça on va vivre dans un monde différent, c'est utopique. C'est utopique, tout simplement. C'est pour ça que l'énergie fossile continue de représenter 82%. Ou 83, ou 84, ça dépend des chiffres. Et donc, arrêtons de penser qu'on va vivre dans un monde sobre, sans énergie conventionnelle. J'insiste, pas fossile, conventionnelle. Il faut mettre l'hydraulique et le nucléaire dans cela. Et penser qu'on va résoudre la crise climatique avec nos moyens et notre petite Europe, ben c'est ridicule.
Je vais laisser Madame Mourlan faire la conclusion. Ouais. Alors attendez, je lui donne la parole et ensuite. Et après, ce sont... J'espère que je vais y répondre par mon intervention. J'imagine bien entendu, Monsieur Furfari, que votre plaidoyer n'est pas un plaidoyer pour ne rien faire. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'entends, et ça me semble pas vraiment imaginable. Donc, en effet, il faut choisir les bonnes solutions, et on ne peut que souscrire à cela. Le besoin d'une énergie abondante et compétitive, c'est effectivement ce sur quoi il faut travailler en mobilisant l'ensemble des énergies non fossiles. Mathieu Ozano en parle à terme. On parle pas évidemment, on ne parle pas d'une transition pour demain matin. Personne n'est en train de dire ça. Mais Mathieu Ozano, mais pour le coup, on travaille quotidiennement à la commission. Il y a des gens dans la commission qui sont qui sont très conscients de ce qui est à l'œuvre, qu'il faut investir sur une transition à long terme. Et par ailleurs, nous travaillons avec la commission sur le programme de la prochaine commission après les élections. Donc je pense que nous veillerons à ce que les objectifs qui seront définis après les élections soient des objectifs favorables à la transition. Parce que la transition, elle reste néanmoins indispensable. Mathieu Ozano, je crois, vous en parlera cet après-midi. De gré ou de force, on va être rejoint par le sujet des énergies fossiles, soit en tant que ressource, soit par le mur du CO2, soit les deux à la fois. Certains disent qu'il n'y a pas d'appétence pour le changement dans nos sociétés. Moi, je suis convaincue que ça n'est pas vrai. Lorsque nous avons fait l'hiver dernier la grande concertation nationale sur le mix énergétique de demain, on a veillé, au-delà des rendez-vous institutionnels, des grandes réunions publiques, etc., qui réunissent principalement les gens qui travaillent dans le secteur et les gens qui ont le temps. On a également veillé à avoir des séquences avec des jeunes de la gamme 18-35 ans. C'était délibéré. Moi, en 2050, j'aurai 74 ans. J'espère être encore là et dans un monde vivable, mais il faut bien le reconnaître, je ne serai pas au centre des gens dont le mode de vie, la consommation, le mode de mobilité fera le sujet de 2050. Donc on est allé voir les jeunes de 18 à 35 ans, de tous horizons sociaux, de toute formation. On a pris les jeunes de 18 à 20 ans qui étaient dans leurs études, on a vu les jeunes adultes de 35 ans qui travaillaient déjà. Il y a une vraie demande de changement. Il y a une vraie demande de changement avec une transition juste. Et ça, c'est très important et effectivement, il faut qu'on y veille. Mais il y a une vraie demande de changement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pour les entreprises, vous l'avez dit, il faut une énergie abondante et compétitive. C'est pour ça qu'on travaille sur le mix énergétique le plus compétitif possible et qu'on essaye de convaincre l'ensemble de l'Europe. Et nous avons des alliés, nous avons de nombreux alliés sur cette vision du mix énergétique. Et c'est la raison également pour laquelle nous travaillons sur les marchés de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, la formation des prix de court terme est très efficace pour équilibrer le marché à court terme. Mais si on la laisse diriger les prix de long terme, on a un vrai sujet. On a besoin que les prix de long terme du marché de l'électricité reflètent les coûts du système et non pas le coût instantané projeté des énergies fossiles. Donc ça, c'est également le travail qui a été fait et qui est en train d'être achevé avec le règlement sur le design de marché. Sur la sobriété, mais personne ne parle de retourner à la vie de nos grands-parents. Personne ne le souhaite. Il ne s'agit pas de ça. On ne parle pas non plus de fermer toutes les industries. Au contraire, notre politique énergétique inclut une énorme partie de relocalisation de l'industrie. Pourquoi ? Parce que, par ailleurs, nous veillons à notre empreinte énergétique et écologique. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de relocaliser les industries en Europe. Si vous regardez les trajectoires qui sont mises en consultation, ça inclut une énorme partie Désolé, vous avez encore 30 secondes, j'ai le mauvais rôle. Ça inclut une énorme partie de réindustrialisation. Donc maintenant, on travaille effectivement sur les prix. J'ai mentionné le travail sur les prix de marché. Sur les mécanismes de redistribution, ça a été dit, pour la rénovation, pour changer de véhicule, etc. Ça veut dire que nos aides publiques doivent cibler ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ce qu'on fait, c'est quelque chose sur lequel il faudra l'amplifier, que ça soit pour les ménages ou pour les entreprises. C'est aussi un sujet avec l'Europe, notamment pour les entreprises, qu'elles mettent plus de souplesse dans la manière dont on peut faire atterrir, si je puis dire, les prix, avec des prix très compétitifs pour les entreprises qui en ont le plus besoin. Et je crois que la presse s'en est fait écho. C'est également ce sur quoi nous travaillons à l'échelle de la France. Écoutez, je vous remercie. Voilà, je pense qu'on a posé un certain nombre de problèmes qui vont être développés tout au long de la journée. Voilà, merci. Merci infiniment. Les participants ne sont pas tous d'accord. C'est bien, c'est un vrai débat. C'est ça qu'il faut.
Merci, messieurs, dames. Merci infiniment pour cette entrée tout à fait riche. 15 minutes de pause et on reprend à 30. Merci.